être un peu plus compliqué, mais en réalité, vous allez voir qu'au niveau du calcul, ce n'est pas forcément plus compliqué si jamais on essaie de s'y prendre de manière méthodique. Donc, je vais vous partager le tableau blanc pour cet élément de correction. Alors, si je résume la situation, on avait le schéma équivalent. Donc, si on le complique pour introduire les pertes, ça va nous donner la chose suivante. On va avoir ici un R sur 2. Ici, on va avoir un L sur 2. Là, on a toujours le C. Et en parallèle avec ça, on va avoir le terme de perte, G. Donc, je ne le mets pas sous la forme d'une résistance, mais vous savez que c'est l'inverse d'une résistance. Et ici, on a à nouveau L sur 2, R sur 2. Voilà. Donc, je n'ai pas mis ici les éléments des Z. Sinon, je dois les mettre. Hein, je pense que vous les avez en tête. L sur 2, DZ, C, DZ, G, DZ. Bien pareil. Hein. Alors, apparemment, c'est un schéma qui est compliqué. Donc, si on démarre les calculs comme ça brutalement, bah, on risque de faire des erreurs. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une impédance complexe Z1 qu'on va retrouver ici. Et ici, on a une impédance complexe Z2. Donc, on va faire un schéma simplifié, en fait, où on va travailler avec Z1 et Z2, et ensuite, on remplacera Z1 et Z2 par leurs expressions. Alors, ce schéma, bah, c'est le suivant, tout simplement. Impédance complexe Z1, Z1, et ici, non, j'ai une capacité n'importe quoi. Z2. Voilà. La méthode qu'on avait utilisée, c'était de calculer ce schéma équivalent, enfin calculer l'impédance vue de l'entrée lorsque la sortie est en court-circuit ou lorsque la sortie est en circuit ouvert. Donc allons-y, ZCO, circuit ouvert. Alors si la sortie est en circuit ouvert, ben, le terme ici Z1 disparaît, et on a tout simplement Z1 en série avec Z2. Donc ZCO, pardon, est égal à Z1 plus Z2. Maintenant, ZCC, si vous regardez ici, donc si on met la sortie en court-circuit, on va avoir Z1 plus Z1 parallèle Z2. Donc ça va nous donner un Z1 plus Z1 Z2 sur Z1 plus Z2. Donc là, on a les deux termes qu'il faut calculer. Et ensuite, on sait que le ZC, c'est la racine carrée de ZCO que multiplie ZCC. Donc on calcule un ZC au carré. Ce ZC au carré, c'est, je peux l'écrire ici, ZCO que multiplie ZCC. Et si jamais j'écris l'expression complète, ça va nous donner un Z1 plus Z2 que multiplie Z1 plus Z1 Z2 sur Z1 plus Z2. Et bah ça, si jamais je développe, ça va nous donner un Z1 plus Z2 facteur de Z1, hein, le premier terme ici. Et le deuxième terme, bah, le Z1 plus Z2 va s'enlever numérateur au dénominateur, donc plus Z1, Z2. Voilà. Le résultat de ce développement. Donc le ZC carré donc si je développe cette expression, ça fait un Z1 carré plus 2 Z1
Z2. Et ça, c'est égal à Z1 au carré plus 2Z1 sur Y2. Alors, pourquoi on passe en Y? On passe en Y tout simplement parce que Z2, c'est la mise en parallèle de C et de G. Donc, c'est plus commode lorsqu'on a des éléments parallèles de raisonner en admittance. C'est ce qu'on fait ici. Or, on sait que Z1, c'est R sur 2 plus JL sur 2 oméga que multiplie dz. Et Y2, ça va être égal à 1G plus JC oméga dz. Hein, les deux éléments sont en parallèle, donc pour avoir le Y, on fait tout simplement la somme. Et maintenant, on remplace dans l'expression de ZC carré. Ça nous donne donc ZC au carré, qui va être égal à R sur 2 plus JL oméga au carré dz au carré, plus 2 R sur 2 plus JL sur 2 oméga sur G plus JC oméga. Et là, on va avoir un dz au numérateur et un dz au dénominateur. Donc, je les écris, mais évidemment, on peut les simplifier. On obtient cette expression. Alors, si jamais j'essaie d'aller un peu plus loin dans le raisonnement, ça nous donne ZC carré est égal à, alors je recopie le premier terme, R sur 2 plus JL oméga, j'avais oublié un 2 ici. Donc, au carré dz au carré, plus, ici, comme j'ai de la division par 2 en haut et en bas, et que j'ai un facteur 2 ici, donc ça fait un R plus JL oméga sur G plus JC oméga. Et c'est là, en fait, où ça se simplifie, c'est que dz, c'est un élément de longueur infiniment petit, hein, puisque je rappelle que ce sont la mise bout à bout de tous les dz qui finit par former un z, donc une ligne de transmission. Donc ce terme-là, en fait, il tend vers 0. Et en gros, on va pouvoir négliger ça par rapport à ce terme-là. Parce que le dz tend vers 0. Donc on arrive à l'expression qu'on connaît déjà, ZC carré est égal à R plus JL oméga sur G plus JC oméga. Et c'est égal à, ça veut dire que, ZC, c'est bien égal à racine de R plus JL oméga sur G plus JC oméga. Donc ça, c'est l'expression de l'impédance caractéristique lorsqu'on a une ligne où on introduit les pertes. Donc là, on ne parle pas encore du régime faible de perte. Hein. Là, on a des pertes, tout simplement. Donc, vous voyez que le calcul n'est pas plus compliqué que ce que vous aviez fait hier. Alors, maintenant, si jamais, dans l'énoncé, comment c'était formulé, je regarde. Donc là, on a répondu à la première question. Donc, je ne repartage pas l'écran, hein, vous l'avez sous les yeux. Calcul des expressions de l'impédance caractéristique complexe et du coefficient d'atténuation alpha. Alors, le coefficient d'atténuation alpha, là, on peut soit on reprend directement celui qu'on a vu dans le cours, ou soit on redémontre tout.
Donc, à partir du gamma, bon, on l'a fait dans le cours, donc on peut peut-être reprendre le résultat du cours. Donc, le alpha, hein, je rappelle, c'était le racine de... Monsieur, Oui. j'ai une question à propos de l'impédance caractéristique, là, donc on vient de la retrouver, mais est-ce qu'on pouvait prendre celle directement du cours celle qu'on vient de la redémontrer là, dans le cours là, tout à l'heure? Ben, là, dans la mesure où on vous dit, dans l'articulation de l'exercice, hein, si jamais je reprends l'énoncé, on vous demande d'abord de calculer ce qui se passe lorsqu'on a des pertes négligeables, donc avec le schéma équivalent qui vous est donné en haut, avec simplement L sur 2 et C. Et ensuite, on vous demande explicitement, on modifie le schéma par unité de longueur afin de rendre compte des pertes métalliques et électriques. On met la résistance, l'inductance, etc., machin. Et dans ce cas de faible perte, calculer les expressions. Donc là, normalement, il faut repartir du schéma. Ok. Dans l'argumentation de l'exercice. Par contre, moi, je voulais montrer quand même avec la partie courbe pour vous montrer qu'on tombe sur le même résultat, pour pas qu'on soit paumé. Mais là, normalement, il faut la démontrer à partir du schéma. Ok, ça marche. Et juste une autre question, mais du coup, pourquoi c'est pas la même formule que celle qu'on a trouvée? On Bah, est c'est censé... vrai. Si c'est pas la même, c'est que je me suis trompé. Non, enfin, après, c'est peut-être, celle où on a fait où on a fait les approximations avec les dièses, c'est pas la même chose? Bah non, parce que là, en fait, quand on a fait les approximations avec les dièses, c'était quand on était en régime faible perte. Ici, on n'est pas, ici, on a fait le calcul dans le cas général. Ok, d'accord. On a introduit les pertes et après, la question suivante ici, c'est de calculer cette C en régime faible perte. Donc là, on Ok. fait les approximations. Oui, ok, OK. merci. Alors, ce qu'on peut remarquer avec cette expression, c'est que si jamais si R et G sont négligeables, non, je suis désolé, j'écris pas très bien avec mon doigt sur mon écran. On va retrouver ZC égale à la racine de L sur C. D'accord? Mais ça, c'est le régime sans perte. Approximation sans perte. Alors, si je reprends l'énoncé, donc là, on a fait cette question-là. Calculer les expressions d'impédance caractéristique et du coefficient d'atténuation alpha en népère par centimètre. Ah donc, on ne va pas refaire la démonstration du alpha, puisqu'on l'a fait juste, juste avant. Enfin, je vous l'ai montré dans le cours. Donc, on peut dire que le alpha, on peut donner directement l'expression qu'on avait trouvée dans le cours. Pourquoi je reviens à mon tableau blanc. Donc, le alpha, c'était un racine. Alors, qu'est-ce qu'on avait donné dans l'expression du cours? Alors, je reviens, j'ai repartagé le cours, là, on était arrivé. Donc, le ZC dans le régime faible perte, c'était ça, et le alpha, on a vu ça au-dessus, c'était ça, hein, donc 1 demi de R racine de C sur L, ou alors l'expression complète, c'est ça. Donc, on va repartir de là. Alors, je reviens au tableau blanc.
A, c'est 1 demi G racine de L sur C plus R racine de C sur L. Ou alors, alpha est égal à 1 demi de R racine de C sur L si les pertes métalliques dominent. Donc ça, c'est l'approximation faible perte. Donc vous voyez, on a beau être en... dire qu'on a une approximation faible perte, ça veut dire que les pertes ne sont pas importantes, ne sont pas prédominantes dans le phénomène de propagation, mais néanmoins, il faut quand même les prendre en compte. Donc si on a une certaine longueur de câble, on va avoir une petite atténuation, et cette approximation faible perte nous permet de prendre en compte cette atténuation. Alors, si jamais je reprends le cours de l'énoncé, donc quelle peut être l'influence de ces pertes sur le caractère non dispersif de la ligne coaxiale? Monsieur? Oui. Tout le temps, si les pertes métalliques dominent. Attends, il y a des interruptions là, je pense, dans la communication. Tu peux reprendre la question? J'ai dit pourquoi on ne dit pas si les pertes diélectriques dominent et c'est tout le temps les pertes métalliques? Parce que, en fait, dans un câble coaxial, le métal, c'est souvent du cuivre. Bon, ça peut être de l'or dans certaines circonstances, mais la plupart du temps, c'est du cuivre. Et quel que soit le métal qu'on utilise, de toute façon, les pertes évoluent en racine de F. Pourquoi? Parce que les pertes sont liées à l'effet de Pau. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Donc, c'est-à-dire que plus la fréquence augmente et plus le courant a tendance à se localiser à la périphérie du conducteur et pas à l'intérieur. Donc ça, c'est une évolution classique pour des métaux. Donc, dès l'instant où on a des pertes métalliques, on sait que les pertes vont évoluer en racine de F. Parce que l'expression de l'épaisseur de peau, delta, c'était racine de 2 sur oméga mu sigma. Donc, le oméga, il se retrouve au dénominateur. Donc, plus l'épaisseur de peau diminue, plus les pertes augmentent. Et l'épaisseur de peau diminue en 1 sur racine de F. Donc, les pertes augmentent en racine de F. Par contre, pour les diélectriques, on peut très bien avoir des diélectriques qui vont avoir des pertes très, très faibles. C'est-à-dire que les pertes, c'est quoi? C'est la tangente de perte, c'est epsilon seconde sur epsilon seconde oui, sur epsilon prime par rapport à la permittivité. Et on a des tangentes de perte qui sont supérieures à 1%, qui sont inférieures à 1%, voire inférieures à 1 pour 1000. On peut avoir des pertes diélectriques qui sont très, très faibles. Simplement, quand on utilise le câble, on a des domaines d'utilisation. Tel matériau, c'est pour telle fréquence, tel matériau, c'est pour telle fréquence. Donc, dans toutes les situations, en fait, on va se retrouver avec des pertes métalliques qui sont beaucoup plus importantes que les pertes diélectriques. Donc, c'est pour ça que négliger les pertes diélectriques, ça correspond à une situation, je dirais, de la vie courante. Quand on fait de la propagation sur un câble, le terme de perte le plus important, c'est souvent le terme de perte métallique. Voilà. Okay, merci beaucoup. Alors, quelle peut être l'influence de ces pertes sur le caractère non dispersif de la ligne coaxiale? Donc ça, en fait, on l'a dans les expressions qu'on a vues ici. Je vais remettre ça en partage. Donc effectivement, si jamais vous regardez la valeur de l'impédance caractéristique, là, on n'a pas introduit la notion de perte, mais qu'est-ce que c'est qu'une ligne qui est dispersive? C'est une ligne dont les caractéristiques varient en fonction de la fréquence. Donc, si vous regardez, si on est en régime de faible perte ici, ou si on est en régime de perte négligeable plutôt,
on a ZC qui est égal à la racine de L sur C. Donc, quelle que soit la fréquence, ce qui détermine la valeur de ZC, c'est la valeur de l'inductance linéique et la valeur de la capacité linéique. Autrement dit, ZC est constant en fonction de la fréquence. Donc, si vous avez un câble d'impédance caractéristique 50 ohms, si vous regardez son impédance caractéristique à 1 GHz, à 100 MHz, à 10 GHz, c'est la même chose, c'est 50 ohms. Par contre, si jamais j'introduis les pertes, quand j'introduis les pertes, l'expression d'impédance caractéristique, elle est plus complexe. Elle est sous cette forme-là. Donc, si elle est sous cette forme-là, ça veut dire qu'on a du oméga au numérateur et du oméga au dénominateur. Autrement dit, la valeur de l'impédance caractéristique dépend de la pulsation, donc dépend de la fréquence. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir la même impédance caractéristique à 1 GHz ou à 10 GHz ou à 100 MHz, enfin peu importe. Donc, on a une impédance caractéristique qui varie en fonction de la fréquence. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que la ligne est connue, elle est déterminée par ses valeurs d'impédance caractéristique et de constante de propagation. Si maintenant on a des pertes deviennent trop importantes, ces deux valeurs caractéristiques dépendent de la fréquence. Et donc, on ne peut pas, quand on dit une ligne 50 ohms, il faut préciser à quelle fréquence. Donc, ça veut dire que tous les signaux qui se propagent vont pas se propager avec les mêmes caractéristiques. Donc, ça, c'est embêtant. Puisque je n'ai pas parlé de la constante de propagation, mais la constante de propagation, c'est pareil. C'est bêta dans le cas des pertes négligeables, où c'est un racine de G plus JL oméga que multiplie R plus JC oméga. Enfin non, G plus JC oméga que multiplie R plus JL oméga. Donc c'est ce qu'on va préciser dans la page suivante. Donc si pour une ligne qui présente des pertes, on va être au pluriel, donc gamma c'est égal à racine de R plus JL oméga facteur de G plus JC oméga. ZC c'est égal à racine de R plus JL oméga sur G plus JC oméga. Donc ici, on a ça, 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 ça. Ces deux grandeurs caractéristiques de la ligne dépendent de la fréquence. Donc la ligne est dispersive. C'est-à-dire que la ligne ne va pas avoir les mêmes caractéristiques, quelle que soit la fréquence. Voilà. Alors, si jamais je reviens à l'énoncé, capodate à forme de ces pertes, donc ça on a fait. Donc, les pertes électriques sont caractérisées au moyen d'une permittivité complexe telle que epsilon égale epsilon 0, epsilon r, facteur de 1 moins j tangente delta, avec tangente delta est égal à 10 moins 3. Donc, vous voyez ce que j'ai dit juste avant, les pertes d'électrique, c'est faible. Là. Donc là, si on fait le quotient de la partie imaginaire sur la partie réelle de la permittivité, on est à 1 pour 1000. Donc, les pertes métalliques sont introduites au moyen d'une résistance telle que R en fonction de la fréquence, c'est R0, F à la puissance 1,5, donc l'évolution en racine de F, et on vous donne la valeur de R0 ici. Alors, quel phénomène physique justifie l'évolution de R en F1,5? Donc, la question 4. Donc, les pertes métalliques évoluent en F à la puissance 1,5 ou en racine de F
à cause de l'effet de Pau. Donc ça, c'est court. Hein. Qu'est-ce que nous dit l'effet de Pau? C'est qu'on a une épaisseur de Pau, delta, qui est égale à racine de 2 sur oméga mu sigma. Où sigma est la conductivité du métal, mu c'est la perméabilité, donc qui est égale à mu0 dans le cas de matériaux non magnétiques, et oméga, c'est la pulsation de 2πf. Donc on a la fréquence au dénominateur pour l'épaisseur de Pau, ce qui veut dire que les pertes vont être proportionnelles à racine de f. Question suivante. Calculer la valeur du coefficient d'atténuation en épères par centimètre pour une fréquence de 1 GHz. Donc c'est là où on a une application numérique à faire. Donc la valeur du alpha, c'est la valeur qu'on a prise dans le cas de l'approximation faible perte. Donc là, on ne va pas s'embêter avec les pertes diélectriques. On va se placer tout de suite dans le cas des pertes uniquement métalliques. Donc, page suivante sur le tableau blanc. Alors, on avait donné l'expression de alpha ici. Hein. Alpha, c'était 1/2 de R racine de C sur L. Et lorsqu'on avait les pertes diélectriques, c'était 1/2 de G racine de L sur C. Alors, est-ce qu'on calcule la forme complète? La forme complète. Je réfléchis tout, hein, parce que ça va faire des calculs qui sont peut-être un petit peu compliqués. On peut essayer de faire le calcul complet quand même, comme ça permettra de relativiser les pertes diélectriques par rapport aux pertes mécaniques. Donc, on va partir de l'expression qu'on a vue ici. Donc, 1/2 de G racine de C sur L et plus R racine de 1/2 de G racine de L sur C plus R racine de C sur L. Et on va calculer les pertes à partir de ça. Donc, alpha est égal à 1/2 de G racine de L sur C plus R racine de C sur L. Et je vous laisse faire l'application numérique. Alors, essayez de voir comment est-ce qu'on traduit le G et comment est-ce qu'on traduit le R. Donc, le R, c'est direct, hein, parce que le R, c'est racine de L sur C. Donc, essayez de réfléchir un petit peu pour le G. Et puis je vous donnerai la correction d'ici. Allez, je vous laisse réfléchir 7 minutes, parce que sinon, après, on va déborder. Donc, on dit qu'à 37, on corrige. Donc, essayez de faire cette application numérique. C'est important parce que si vous découvrez l'application numérique le jour de l'examen, on risque de faire des erreurs avec les coefficients, avec les puissances, tout ça. Donc, essayez de faire cette application numérique. OK? Donc, je reprends. Et on vous donne la valeur de tangente delta qui est égale à 10-3. Donc, je prends le cas d'une ligne sans perte. Donc, pour une ligne sans... Enfin, l'expression pour une ligne sans perte, j'ai l'admittance Y, ou ce qu'on avait noté Y2 tout à l'heure. Y2, si vous voulez, donc c'est JC oméga. D'accord? Et si jamais je remplace le C par sa valeur, donc JC oméga, ça me donne quoi? Ça me donne J oméga que multiplie 2pi epsilon sur logarithme népalien de R extérieur
sur R intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout au début de l'énoncé, hein, ce que vous aviez traité hier. Et le epsilon, en fait, on va le remplacer par sa valeur de manière à introduire les pertes diélectriques. Donc, dans cette expression, on remplace epsilon par le epsilon 0, epsilon r, facteur de 1 moins j tangente delta, et on obtient C, on va obtenir un Y qui va être égal à J oméga 2pi, epsilon 0, epsilon r, logarithme de R extérieur sur R intérieur, que multiplie 1 moins J tangente delta. Donc, si le tangent delta est négligeable, on va retrouver l'expression qu'on avait trouvée pour la capacité linéique. Mais ici, on a ce tangent delta, et ce J tangent delta que multiplie ça, c'est notre terme de perte, donc c'est l'équivalent du G. Donc, si jamais je continue le raisonnement, je peux écrire que Y est égal à J oméga 2pi epsilon 0 epsilon r, que multiplie logarithme népérien de R extérieur sur R intérieur, plus oméga 2pi tangente delta epsilon 0 epsilon r, divisé par logarithme népérien de R extérieur sur R intérieur. Donc ici, on a une expression de la forme JC oméga, et ici, on a le G. Donc ça, c'est égal à JC oméga plus G. Donc ça veut dire que le G, c'est quoi? C'est ça. Donc on peut écrire en toutes lettres ici, G est égal à 2pi oméga epsilon 0 epsilon r, que multiplie tangente delta divisé par logarithme népérien de R extérieur sur R intérieur. Si on fait l'application numérique, alors je ne vais pas vous laisser la faire ici parce qu'on a plus de temps, mais ça nous donne 6,29 10 puissance moins 4 siemens par mètre. Application numérique. Donc vous pouvez, je vous conseille, je vous conseille même de la faire pour voir, pour vous familiariser avec ce genre de calcul. 6,29 10 puissance moins 4 siemens par mètre. Donc vous voyez que c'est faible. Hein. D'accord? Maintenant, pour ce qui est des pertes métalliques, le R c'est plus simple. Le R, c'est directement un R0 que multiplie racine de F. Hein, c'est ce qui était dans l'énoncé. R0 à la puissance F à la puissance 1,5, avec le R0 qui est égal à 3,5 10 puissance moins 7 ohms par centimètre par hertz. Donc je note la valeur par racine de hertz, pardon. Je reviens ici. Avec R0 qui est égal à 3,5 ohms par centimètre par racine de hertz. On a des racines de F. Donc, si on fait l'application numérique par rapport à ces pertes métalliques, voilà, est-ce que j'ai le terme séparé?
Alors, je cherche la valeur numérique pour pouvoir vous la donner. Ouais, donc j'ai 1,1 ohm par mètre. Donc, on va trouver R est égal à 1,1 ohm par mètre. Donc là, j'ai converti les ohms par centimètre en ohms par mètre. C'est plus pratique lorsqu'on a des câbles de longueur assez importante. Donc là, on a l'équivalent des pertes métalliques et juste avant, on avait l'équivalent des pertes diélectriques. Donc c'est bien ce qui se passe. Hein, vous voyez que ici, on a les pertes diélectriques, c'est en 10-4 siemens par mètre. De l'autre côté, les pertes métalliques, c'est en ohms par mètre. Donc en fait, on a bien une prédominance de la contribution des pertes métalliques sur les pertes diélectriques. Alors après, si on calcule sur cette base la constante d'atténuation, alors pour calculer la constante d'atténuation, on reprend cette expression, hein, l'expression générale ici. C'est ça l'expression de la constante d'atténuation. Donc on connaît le G, on vient de le calculer. On connaît le R, on vient de le calculer. Le L et le C, vous l'aviez déterminé hier. Pardon. Donc on peut faire directement l'application numérique. Et là, on va trouver 1,57. Je vais écrire en noir. 1,57 10-4 népère. Alors ici, on est repassé en centimètres, tiens. Népère par centimètre. Ou alors, cette expression, pour aussi la donner en ohms par centimètre, hein, c'était 1,1 10 moins 2 ohms par centimètre. Donc ça, c'est la valeur numérique du coefficient d'atténuation alpha lorsqu'on tient compte des pertes métalliques et des pertes diélectriques. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc cet exercice sur le câble coaxial, il est assez long, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas terminé. Et on reprend ça la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de ta question. Oui, en fait, quand on est pour ligne sans perte, Y, c'est JC oméga. Tu es d'accord avec ça? Maintenant, si on introduit les pertes, Y, c'est G plus JC oméga. En impédance, eh bien, comme on a deux éléments en parallèle, ça aurait été G que multiplie JC oméga sur G plus JC oméga. Okay. Donc, c'est le fait de repartir de l'expression générale sans perte, ça nous permet d'introduire, en fait, dans le epsilon, on introduit des pertes, parce qu'on a un epsilon complexe, donc on voit que ça se décompose en deux termes. Il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, là-dedans, on va avoir un C qui correspond à la capacité idéale, et on va avoir le G qui correspond au fait que la ligne n'est pas parfaite et qu'on a des fils dans le diélectrique. Vous avez d'autres questions? Ça va?